Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Concurrents directs pour la montée la saison dernière, le Paris FC et le FC Metz se retrouvent. Les étiquettes ont bien changé pour cette 30e journée de Ligue 1 avant match. Jean-Philippe Bamin est notre invité. Le milieu souvent défenseur se confie sur cette saison particulière au sein du club à la Croix-de-Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag, nouveau jeudi, nouvelle émission dans nos canapés favoris. Et oui, la fin de saison touche bientôt à sa fin, mais il y a encore pas mal de choses à faire et des invités à recevoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'il vient sur ce plateau. Jean-Philippe Bamin est avec nous. Salut Jean-Philippe. Salut. Et bienvenue. Merci. Oui, c'est une première. Ouais. Pas la dernière, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Je ne te laisserai pas tranquille avec ça. À tes côtés aujourd'hui, ils sont deux. Il y a Franck Signorino qui a enfin appris si on disait G Bamin ou Gbamin. On verra s'il a retenu la leçon tout au long de l'émission. Salut Franck. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe Gbamin. Bonjour Franck. C'est beau. C'est mieux vaut tard que jamais. Ah non, mais attention, c'est là pour apprendre aussi, on ne sait jamais. À tes côtés, Rémi Alésine est également avec nous. Bonjour à tous. On va avoir pas mal de choses à dire, Rémi. On va parler jubilé aussi. Ouais. Je vois déjà faire tes compos de rêve là. On a fait que 11 ça. de rêve Ça fait 2 jours qu'on fait que ça. Ouais. On va aussi accueillir notre voix off qui nous suit depuis le début de l'année. Si on a la moindre information, la moindre question, on peut lui demander. C'est Nathan qui est avec nous. Salut Aymeric, salut tout le monde. On va pouvoir commencer tout de suite parce qu'il y a un match ce week-end. Et bien c'est tout de suite le journal de la Ligue 1. Trentième journée de Ligue 1, déjà le FC Metz retrouve Saint-Symphorien et le Paris FC. Alors on va regarder rapidement un petit peu les statistiques du futur adversaire du FC Metz, si vous le voulez bien. 12e de Ligue 1 avec 35 points, c'est 8 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 37 buts inscrits, 45 buts encaissés. Un nom qui ressort, Ilan Kebal, meilleur buteur, meilleur passeur également, 8 buts et 4 passes décisives. Rémi, un avis sur ce Paris FC qui a depuis quelques semaines, peut-être, qui correspond un peu plus aux critères qu'on lui avait donnés en début de saison. Ouais, tu cites Ilan Kebal, mais ça a été le Paris FC d'Ilan Kebal pendant plusieurs mois, et c'était pas le Paris FC qu'aurait voulu voir ses dirigeants. Depuis quelques matchs, on a le Paris FC d'Antoine Comboiré, avec un Jonathan Iconé qui redevient le joueur qu'on avait connu, avec un Chiro Immobilier qu'on ne présente pas, mais qui plante des buts. Enfin, on n'est plus seulement sur le PFC de Ilan Kebal, qui était peut-être la principale éclaircie de ce collectif. On est clairement sur une équipe qui a pris une autre dimension, c'est peut-être un bien grand mot, mais qui en tout cas n'est plus une équipe qu'on peut considérer dans la cour du FC Metz ou d'autres équipes qui sont censées être dans la lutte pour le maintien. On connaissait le projet du Paris FC, alors certains pensaient que c'était trop tâtonnant, c'était loin d'être déconnant, hein. Pour autant ils ont été menacés par le maintien, c'est un bien grand mot quand on voit notre quotidien à nous, où le maintien on le côtoie au quotidien, et pour nous c'est une course très compliquée. Donc c'est un adversaire qui ne joue plus dans la cour du FC Metz depuis un bail, mais encore plus depuis quelques matchs. Voilà, on a une équipe qui est transfigurée, qui vient de coller 4-1 à Monaco, alors qu'on disait Monaco complètement injouable, et peut-être l'équipe dans le haut tableau qui, après le Paris Saint-Germain, était dans la meilleure phase. Donc c'est l'équipe qui se présente à Saint-Symphorien. Mais vous connaissez notre point de vue. Face à l'état de forme du FC Metz, la moindre équipe qui se présente face à nous devient menaçante. Donc quand en plus il y a Chiro Immobilier, Jonathan Iconé en forme, Moses Simon qui lui aussi reprend des couleurs et compagnie, évidemment que la menace, elle fait peur. Franck, c'est vrai qu'il y a une histoire de timing quand on regarde le récent résultat du Paris FC. Est-ce que ça compte plus ou moins dans un état de forme du moment? Parce qu'on a vu l'AS Monaco capable de sombrer comme ça presque du jour au lendemain. On a envie de dire le Paris FC qui, à l'inverse, lui, va peut-être faire le match le plus abouti de sa saison. Ouais, mais c'est pas une victoire qui vient du jour au lendemain. Je pense qu'il y a eu une inversion de dynamique qu'a réussi le Paris FC. Alors, tu parles des 2-3 joueurs qui ont rejoint le Paris FC au mercato d'hiver, mais qui ont mis un petit peu de temps avant de trouver leur vitesse de croisière. Mais il faut avouer que le choix de changement d'entraîneur avec l'arrivée de Camboiré, ça a été crescendo. C'est-à-dire qu'il a remis des bases. C'était quand même un Paris FC qui prenait des buts, qui n'était pas forcément mirobolant en termes d'efficacité, tant offensivement que défensivement. Il a commencé avec 2 matchs nuls, je crois, 2-0-0. Et donc, c'est des bases. Déjà, tu prends moins de buts.
tu prends des points. Donc forcément, ça te rassure dans une dynamique parce qu'à un moment donné, tu enchaînais les défaites, tu enchaînais les contre-performances. Donc une première phase de solidité. Et puis là arrive ce match contre Monaco, comme tu dis, qui est un match référence, mais qui est tout sauf un hasard parce que ça entame une dynamique qui était déjà bien entamée. Et ça vient, on va dire, couronner un petit peu la stratégie de Camboiré, qu'on définissait un petit peu comme entraîneur rugueux, entraîneur de coups, entraîneur de maintien, entraîneur qui a sa patte, mais surtout pour prendre des décisions. Il a d'ailleurs pris la décision d'enlever Maxime Lopez, qu'il a remis là. Donc ça veut dire que ce n'est pas définitif. Mais comme tu dis, ce Paris FC, il y a eu un changement, il y a eu une inversion de dynamique qui a été profitable, alors qu'on aurait aimé avoir la même chose au FC Metz. Malheureusement, le changement d'entraîneur n'a pas suffi à inverser justement cette dynamique mauvaise. Jean-Philippe, ton avis sur ce Paris FC que vous avez rencontré déjà lors de la phase aller, mais c'est une équipe qui, on va dire, grandit avec un nouveau projet. Ouais, c'est pas le même Paris FC qu'on a rencontré. Match aller, même si on a perdu, on les a mis en difficulté. Là, tu vois bien qu'ils sont beaucoup plus solides défensivement déjà. Dans les premiers matchs avec le nouveau coach, c'était beaucoup mieux. Ils prenaient moins de buts. Et à partir du moment où leurs joueurs stars, entre guillemets, ont réussi à performer et faire la différence, ça leur a apporté beaucoup. Et c'est ce qui fait leur force maintenant, c'est que derrière, ils sont costauds et devant, ils marquent pas mal de buts. Donc c'est un Paris FC où il faudra beaucoup se méfier. On a parlé d'Antoine Camboiré. Nathan, on peut peut-être revenir très rapidement avec des statistiques un peu plus précises sur la forme du moment des Parisiens. Et oui, le Paris FC est tout simplement invaincu depuis l'arrivée du technicien. C'est 3 victoires et 3 nuls en 6 matchs. Jean-Philippe, 112 matchs, c'est le nombre de matchs que tu as eu en compagnie d'Antoine Camboiré. C'est un coach que tu connais bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? C'est celui qui m'a lancé à mes débuts à Lens. C'est un entraîneur, c'est un meneur d'hommes avant tout. Et avant d'être un entraîneur, c'était aussi un éducateur avant, donc il prend beaucoup de temps avec les jeunes. Il sait comment leur parler et ensuite sur le terrain, il faut beaucoup de rigueur défensivement et offensivement. Il laisse cette liberté aux attaquants de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est surtout ces équipes, d'abord défensivement, il faut qu'elles soient très très propres et pas prendre beaucoup de buts puisque c'est les défenses qui gagnent les championnats. Et en prenant moins de buts, forcément tu t'exposes moins et ensuite il suffit juste de marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner les matchs et c'est ce qu'il fait en ce moment avec le Paris FC. Rémi, c'est vrai qu'on a quand même une petite parenthèse avec ce souvenir du match aller. On retrouvait le Paris FC quelques mois, seulement quelques semaines même après l'avoir quitté du côté de la Ligue 2. Un match, on va dire, un peu trop spectaculaire en termes de rebondissement. Il y a eu cette ouverture du score, le Paris FC qui avait rejoint le FC Metz, mais qui avait égalisé derrière pour prendre ce 3e but. C'est vrai que dans ce contexte-là, c'est vrai que ce match à Saint-Symphorien, un petit peu redouté, j'ai envie de dire. Ouais, on était encore dans l'illusion que le FC Metz devait faire jeu égal avec le Paris FC. Le rapport de force du match aller n'avait pas montré une grosse différence entre les deux équipes que nous montre la dynamique et tout simplement l'écart de points qu'on a aujourd'hui. Et il est vrai que l'équipe qui va venir à Saint-Symphorien, on ne la regarde plus de la même façon. Enfin, également parce que peut-être qu'on a vu le FC Metz trop beau aussi à cette époque-là et qu'aujourd'hui, on est face à la réalité du classement et des matchs qui se succèdent. Donc, elle est là, la réalité du terrain aujourd'hui. Et il ne faut pas se tromper. On parle d'Antoine Camboiré, de sa réputation, effectivement. C'est avant tout un entraîneur qui a des résultats, en fait. C'est ce qu'aurait eu besoin d'avoir le FC Metz, à mon sens, lorsqu'on a décidé de changer d'entraîneur, c'est d'avoir avant tout un entraîneur qui a des résultats, quelle que soit la manière. Et la manière très caricaturale de Camboiré de dire qu'il défend, c'est très bien, mais c'est aussi un entraîneur qui gagne des coupes nationales avec Nantes. C'est un entraîneur qui a finalement très peu de gros échecs sportifs. On dit souvent que c'est un homme qui ne correspond pas au projet ambitieux. Je ne sais pas trop pour quelle raison, c'est pour ça que je ne comprendrais pas, moi, que le Paris FC, alors c'est leurs histoires, hein, mais décide de se séparer de lui après qu'il ait assuré ce petit intérim. Voilà, je raccroche à FC Metz parce que j'aurais voulu, moi, voir ce genre de coach venir, non pas que c'était la seule faille du FC Metz, c'était pas Stéphane Le Mignan. À partir du moment où tu décidais de changer, il fallait
t'offrir au moins la garantie que l'homme qui devait arriver est un homme qui a déjà réussi. Et Comboiré a déjà réussi partout. Donc c'est peu surprenant de le voir réussir là. Après, pour rebondir à ce que tu dis, c'est que le Comboiré, c'est même pas sa méthode ou sa façon de faire qui est remise en cause. C'est souvent l'homme sans filtre, l'homme qui parfois met des punchlines, l'homme qui a son franc-parler. Et c'est avant tout un mec qui a des résultats, c'est ça en fait. C'est ça, mais le problème c'est que j'appelle ça la bien-pensance ambiante, aime les entraîneurs un peu à la type Guardiola, qui font du beau jeu, qui disent « moi j'ai une philosophie avec un football moderne, etc. » Lui ne correspond pas forcément à ce profil, même pas du tout. Par contre, il arrive avec une expérience, il arrive avec différents clubs à différents profils. Quand tu parlais de Nantes, tu parles de Toulouse, tu parles de Guingamp, tu parles même du Paris Saint-Germain. Son parcours du Paris Saint-Germain, il est premier quand il part, et le Paris Saint-Germain finit deuxième. Donc ça veut dire quand même qu'il était écouté, il était respecté et qu'il avait un message clair. Donc c'est vrai que Comboiré, parfois, on l'a assimilé maintenant à un homme de coup, parce que la bien-pensance ambiante aime avoir des entraîneurs qui mettent leurs pattes avec une certaine philosophie, une continuité, du beau jeu, repartir derrière, etc. Comboiré, il ne s'embarrasse pas avec ça, il est pragmatique. Hein. Lui, il arrive, il veut des résultats. Après, si tu arrives à faire du beau jeu, c'est bien. Mais le principal, c'est d'avoir les résultats, des points et de l'efficacité. Et c'est ce que tu disais, ce sans filtre-là, c'est le cas Maxime Lopez qu'on citait un petit peu avant l'émission. C'est de l'avoir enlevé pour ses premières semaines. Finalement, c'est un match assez fou qui sort là contre Monaco. C'est parfois ne pas hésiter à couper dans le vif. Après, c'est ça. Après, ça peut convenir à des joueurs. Il est très clivant. Hein. Soit il emmène tout le monde avec lui. Les joueurs le suivent sans broncher. D'autres, forcément, en pâtissent. Soit ils réagissent et ils se mettent dans le moule. Soit ils tranchent complètement. Ou ils calculent même parfois pas, parce que il a décidé que c'était comme ça. Et malheureusement, tu en t'en fais les frais. Mais moi, je l'ai eu au téléphone, moi, dans ma carrière, avec ses projets, avec sa façon d'aborder les choses. Et moi, je trouvais que, alors, c'était qu'un discours, mais qu'au moins, c'était clair. Tu savais à quoi t'en tenir. Et je pense que dans un club, quand il arrive, il pose ses jalons, il pose son cadre, et au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Rémi en parlait, il y a eu ce changement d'entraîneur du côté du FC Metz, Jean-Philippe. Au-delà de parler des deux hommes, Stéphane Le Mignon et Benoît Thavenot, est-ce que c'est compliqué de changer d'entraîneur quand tu es dans des conditions un petit peu d'urgence ? Le Paris FC, c'était on va dire une fausse urgence parce que c'était quand même quelques points devant le maintien. Là, le FC Metz, c'était pas du tout pareil. C'est compliqué à ce moment-là de changer de méthode presque parfois ? Ouais, c'est compliqué. Passer d'un entraîneur à un autre, c'est toujours compliqué. Je pense qu'ils ont essayé de pouvoir nous choquer, entre guillemets. Mais on voit que c'est très compliqué au vu des résultats et on n'arrive pas à gagner un match en 2026. Mais après, peu importe l'entraîneur que tu peux mettre, mais c'est les joueurs aussi, les acteurs sur le terrain. On a vu avec Stéphane Le Mignon, il y a des choses forcément qui déplaisaient. Et là aussi, avec ce nouveau coach-là aussi, la même chose. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi les joueurs qui sont les acteurs et qui doivent permettre de se regarder dans la glace. Et quand tu sors le week-end sur le terrain jouer, c'est 11 mètres contre 11 mecs. On a réussi à faire des choses contre certaines équipes. Et on se demande pourquoi on n'arrive pas à refaire ça encore, quoi. Il y a quelque chose qu'a dit Benoît Thavenot en conférence de presse, j'aimerais avoir ton avis. Il a dit que son plus gros échec, finalement, c'est de ne pas avoir réussi à faire prendre conscience aux joueurs que c'était encore possible. Est-ce que toi, tu as senti que le groupe, à un moment donné, était un petit peu résigné par rapport à ça ? Non, j'ai pas senti que le groupe était résigné. Franchement, on a tenté. Il y a des matchs où les situations auraient pu basculer dans notre sens, mais ça basculait toujours dans le sens de l'équipe adverse. Et ça aussi, c'est un truc où la chance, on n'a pas su la faire tourner de notre côté cette saison, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu frustrant. Et je pense que ça doit être aussi frustrant pour le coach, parce qu'il n'a pas encore gagné, que ce soit avec son ancienne équipe et avec le FC Metz. Et ouais, c'est une situation vraiment compliquée à vivre. Franck, ce match du week-end, c'est aussi le retour à Saint-Foin, parce que la semaine dernière, c'était pas ici, c'était du côté de Marseille. Il y a évidemment ce rapport aux supporters qui va revenir sur les derniers matchs de la saison, une saison qui peut-être paraît un peu longue pour certains. Malgré l'expérience d'un joueur, ce qui se passe du côté des supporters, ça affecte tout de même ou pas ? Oui, forcément. C'est l'ambiance, l'environnement ambiant.
le caches pas. Tu vas entamer un match, tu sais que tu es quasi condamné, pas mathématiquement, mais que tu es quasi condamné, que forcément tu vas avoir des messages hostiles, que forcément c'est pas forcément un bon moment à passer, du moins l'entrée. Parce que tu sais aussi, par contre, tu sais à quoi te rattacher. C'est-à-dire que tu sais que il va y avoir une hostilité, tu sais qu'il va y avoir des messages pas sympas, tu sais que les gens vont venir pour te siffler, même à l'échauffement, etc. Mais comme parlait Jean-Philippe, c'est te regarder dans une glace et l'espace de 90 minutes, tu peux pallier à ça, tu peux faire démentir la chose. Alors ça ne va pas remettre en cause toute la saison, hein, mais te dire que de l'espace de 90 minutes, faire ce qu'il faut pour prouver que toi, tu n'es pas résigné, que tu n'as pas de fatalité et que tu peux retourner le public. Parce que même si le public sait que c'est quasi fini, que peut-être que ton club va être en Ligue 2, il est là. Donc il attend quand même quelque chose, il a encore un espoir. À toi de lui donner cet espoir et à toi de faire ton métier. Ça fait partie du métier, il y a des bons moments, l'euphorie comme l'année dernière avec le public, le partage, etc. Et puis tu as des mauvais moments, ça fait partie de ton métier, à toi de les gérer, à toi d'y faire face et surtout de rebasculer dans les moments de plaisir. Et l'espace de 90 minutes, tu peux le faire. Même si après, ça ne changera pas la donne, tu auras peut-être 3 points de plus, tu n'auras peut-être que 1 point, mais la façon dont tu vas gérer ce moment peut donner une nouvelle dynamique. Ce match contre Toulouse, Jean-Philippe, c'est un peu ce qui représente le mieux ça. C'était compliqué peut-être au début. Finalement, il y a eu ce retournement de situation de 2-0 à 2-2 en l'espace d'une minute, 1 minute 30. Et on sent tout de même le public, même s'il est un petit peu résigné, de se dire on a envie de vibrer, de vivre quelque chose. Ouais, c'est clair. Le plus important, c'est on sait déjà que ça va être un petit peu compliqué. Ils ont des messages à faire passer. Mais c'est de le prendre avec nous. Et on le prendra avec nous. C'est tout donner sur le terrain, c'est de se dépenser, prendre du plaisir ensemble, même si on sait que ça va être compliqué. Mais se donner les moyens de pouvoir y arriver. Et contre Toulouse, c'était l'exemple parfait où on a réussi à retourner le match, même si on prend ce but à la dernière minute qui nous fait mal. Mais c'est dans cet état d'esprit qu'on doit être. Il y a, on va regarder un petit peu l'agenda de ce week-end parce qu'il y a ce match contre le Paris FC, mais pas que, vous en avez l'habitude. Pour ceux qui ont la zapette facile, malgré le retour du beau temps, on va regarder dès demain soir, il y aura Lens-Toulouse. On aura également le droit à Lorient-Marseille, Angers-Le Havre et Lille-Nice ce samedi. Dimanche, Monaco-Auxerre, Metz-Paris FC, Nantes-Brest, Strasbourg-Rennes ou encore Paris-Saint-Germain-Lyon. Petit coup d'œil au classement pour ceux qui sont peut-être passés à autre chose. Depuis lundi, lorsqu'on en a parlé, évidemment, il y a une course à l'Europe qui se joue et qui est très serrée au classement, qu'il faudra suivre de près. On va regarder évidemment ce qui se passe dans la deuxième partie de tableau. Jean-Philippe, très rapidement, c'est vrai que cette deuxième partie de tableau, malheureusement, c'est celle qu'on a le plus suivie cette saison. Mathématiquement, c'est faisable. Les joueurs le disent en zone mixte, le disent en conférence de presse. On s'interdit de penser au mot mission impossible, malgré tout. Ouais, c'est du football. On sait que dans le football, il y a des exploits. Du moment que mathématiquement, c'est encore possible, il faut aller chercher les résultats et faire le plus possible pour maintenir le club. Maintenant, ça passe par des victoires, ce qui est, on n'a pas encore réussi à faire en 2026. Mais là, c'est un beau match qui arrive à la maison. Et on espère vraiment prendre ces 3 points-là, quoi. Ça passe aussi par le plaisir. Est-ce qu'on prend dans ce genre de moment-là et qu'on est footballeur, on sait que c'est un peu une carrière rêvée pour plein de petits garçons, de petites filles en étant enfant, mais là, dans ce moment-là, c'est peut-être un peu plus compliqué. La notion de plaisir, il y a encore dans ces moments-là ? Je pense qu'il ne faut pas perdre cette notion de plaisir, parce qu'à partir du moment où tu la perds, dans la tête, ça peut être compliqué après arriver sur le terrain. Je pense qu'il faut prendre du plaisir en défendant ensemble, en attaquant ensemble, en s'aidant les uns pour les autres. C'est comme ça que tu peux avancer. Le football, c'est un sport, c'est un loisir. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes aimeraient être à notre place. C'est une chance. Donc il faut vraiment donner en retour aussi. De beaucoup de personnes, dont Rémi Alésine, qui a une patte droite à montrer dans toutes les écoles de foot, ou presque. Non, surtout pas. On parlait de notion de plaisir, j'espère que tu prends du plaisir à répondre aux questions, parce que là, on va rentrer dans, on va dire, la partie qui t'est dédiée, c'est la partie invitée. Alors ça, petit point statistique, sur cette saison, 26 matchs, un but, une passe décisive, c'est presque 2200 minutes de jeu, 24 sélections avec la Côte d'Ivoire depuis le début de ta carrière, une fin de contrat en juin prochain, évidemment, on va parler de tout ça. Avant ça, 341 matchs en carrière, avec tout ça, quelle place elle a cette saison dans ta carrière ?
Franchement, mis à part le fait que ce soit un peu compliqué, je le maintiens, mais c'est une très bonne saison dans le sens où j'ai du temps de jeu, je rejoue, ça faisait un moment que je n'avais pas enchaîné les matchs. Et être venu ici, j'ai été très bien accueilli par tous les gens du club, le staff, et y compris les joueurs aussi. Et franchement, même dans ces moments durs et compliqués, il faut savoir faire face, il faut assumer et aller de l'avant. C'est vrai qu'à ta présentation, du côté de Frascati, tu avais dit que tu avais connu des derniers mois en dents de scie un petit peu. On peut parler de relance cette saison de manière générale dans ta carrière? C'est ça le mot parfait? Oui, c'est ça le mot parfait. J'étais parti à Nantes la saison dernière où j'avais quasiment pas eu beaucoup de temps de jeu. Et là, cette saison, ouais, c'est une saison de relance. Ouais. Rémi, une saison de relance qui, on en a déjà parlé sur ce plateau, avait peut-être posé quelques questions au tout début avec la préparation, mais qui finalement très vite on s'est dit, malgré ce qui se passe au niveau des stats, on s'est dit Jean-Philippe Bama, son expérience, en fait, on la voit et on la ressent dans cette équipe du FC Metz. Ouais, quand on parle des cas individuels, un de ceux qui revient, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent de manière très positive, on ne va pas se mentir, cette saison. Les appréhensions qu'on avait quant à ton adaptation, au fait que tu n'aies pas forcément enchaîné des saisons pleines ces dernières années, ces questions-là se posaient. On a été très vite rassurés. Et on est rassuré d'avoir un profil de quelqu'un qui a déjà 300 matchs au plus haut niveau, ce qui est hyper important quand tu aspires à te maintenir en Ligue 1. Après, très évidemment, les satisfactions individuelles qu'on peut avoir sont vite aseptisées par la réalité collective de cette équipe qui est assez dramatique sur cette saison-là. Mais elle est importante, ta question de savoir, est-ce que voilà, cette parenthèse de relance à Metz, ton parcours un petit peu chaotique avant, est-ce que tu arrives à avoir une vision à long terme de ta carrière, pas forcément à Metz, mais quand tu as un passif avec autant tu as parlé de Dancy, un parcours aussi tumultueux, comment tu te projettes quand tu enchaînes les matchs? Non, ça fait toujours du bien. C'était compliqué ces dernières années avec les blessures plus les changements de club assez réguliers. Mais là, avec une saison pleine, je me vois encore jouer pas mal de temps. J'ai encore les jambes pour jouer au haut niveau, donc je me vois simplement continuer à jouer. Même si j'ai 30 ans, c'est encore jeune dans le football d'aujourd'hui. Donc travailler encore plus dur, faire des bonnes prépas pour être prêt pour les saisons à venir. Parce que j'ai besoin d'être rassuré quand tu arrives à Metz par rapport au fait que tu n'as pas forcément enchaîné les saisons d'avant. On se pose la question de savoir est-ce que je vais encore pouvoir tenir, Non, franchement, non. J'étais pas inquiet. J'étais vraiment pas inquiet. Je savais ce que je pouvais faire. Ça faisait des années que je bossais, mais j'avais pas encore eu cette chance-là de pouvoir jouer. Et quand Metz me donne ces chances-là, je la saisis directement. Franck? Ouais, après je vais être un peu plus précis. Là où moi j'avais pas forcément d'appréhension en tant que supporter du FC Metz, hein, là je pars du consultant en tant que supporter et par rapport au recrutement, si je peux en avoir un œil, on va dire, très personnel dessus, un avis, c'est que j'avais connu Jean-Philippe à Dunkerque, son arrivée, où tu venais de Turquie, il me semble. 6 mois libres. 6 mois libres, blessures, etc. Et là où je pense où il s'est le plus rassuré, c'est notamment avec Dunkerque, où il a fait une demi-saison pleine, où il était carrément au-dessus. Moi, de ce que je pouvais voir, des avis que j'avais également autour, il avait apporté une bulle d'oxygène avec un nouvel entraîneur qui joue au football, et il s'était vraiment éclaté. Du coup, il avait récupéré son niveau. Après, ce qui lui a permis d'aller à Nantes, dans un club de Ligue 1, il a eu un ralentissement, un coup d'arrêt, pour les X raisons, hein, ça, il n'y avait pas de souci. Mais quand il est venu à Metz, je savais de quoi il était capable. Je savais que la demi-saison qu'il avait fait à Dunkerque, son état physique, etc. Donc là-dessus, moi, j'avais aucun souci, si ce n'est peut-être, oui, effectivement, incompatibilité avec le FC Nantes, avec l'entraîneur de l'époque, etc. Donc, je l'ai vu arriver, j'ai dit, ouais, c'est un recrutement intelligent. D'autant qu'il peut jouer derrière, qu'il peut jouer en sentinelle, etc. Il peut s'adapter. Et donc là-dessus, même pour l'avenir, effectivement, c'est une grosse satisfaction par rapport à ces 26 matchs, mais qui ne font que confirmer
ce qu'on avait pu voir à Dunkerque. Franck, Jean-Philippe, je vais peut-être poser une question un peu bête, mais c'est des choses qui se perdent pas quand tu es joueur. Tu parles justement de cette partie qui était bonne à Dunkerque, après il y a eu le KFC1, c'est des choses qui se perdent pas quand tu es joueur? Tu as acquis après, c'est à toi de répondre, mais tu acquiers une certaine confiance. Je pense que quand tu es libre, que tu viens d'une blessure, que tu viens d'un parcours tumultueux, tu as besoin de te poser, tu as un petit moment d'adaptation, mais une fois que tu vois que tu dis, ah bah ouais, je suis dans de bonnes conditions, je suis capable de faire de belles choses, des gens le voient également. Après, c'est le fait de ne pas jouer dans un club une saison ou pas, ça ne t'enlève pas ton talent, ça ne t'enlève pas tes qualités physiques. Enfin, après, moi, c'est ça que... Ouais, le plus important, surtout, c'est de garder la condition physique. Une fois que tu l'as, tu sais déjà les qualités que tu as et ce que tu peux apporter. Et une fois que tu as la condition physique, le reste suit. Mais sans la condition, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Mais moi, comme l'a dit Franck, à Dunkerque, les 6 mois m'ont permis vraiment d'être posé, de pouvoir bien revenir. Et ensuite, j'étais prêt pour la suite. On va parler d'un moment assez particulier. Je parlais justement de faire basculer les matchs dans le bon sens. Il y en a évidemment qui me vient en tête, c'est celui face à Angers, à domicile, en première partie de saison. Celui où tu marques déjà dans cette rencontre, celui où vous faites revenir après. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des premiers tournants négatifs de cette saison où vraiment on a cru à cette victoire? On avait vu, on en avait parlé Rémi, de cette première bonne période qu'on a vue, on s'est dit ok, il y a une base qui peut peut-être être prise là-dedans. Mais derrière, malheureusement, ça n'a pas suivi. Ouais, c'est sûr, c'était compliqué. Vu de la physionomie du match, tu te dis bon, tu les as dominés du début à la fin. Même si à la fin, tu peux prendre un but sur un contre. Mais ce match-là, t'es arrivé avec beaucoup de confiance. Tu marques ce but. Je crois qu'on a aussi un penalty où on rate. C'est ça. Et là, David Diallo, c'est son premier match, je crois, avec Metz quand il arrive. Et là, tu te dis à la fin de ce match-là, tu prends qu'un point, mais c'est dommage. C'est dommage, mais je pense pas que ça soit un premier tournant ou pas, puisque avec ce match-là, tu prends de la confiance quand même. Tu sais que tu as fait des choses sur le terrain qui étaient vraiment, vraiment pas mal face à un concurrent à cette époque-là direct. Et ouais, c'est sûr que pas prendre les 3 points sur ce match-là, on était tous déçus. Mais il y a plein de matchs comme ça où la physionomie elle nous a pas souri, quoi. Nathan, toi aussi, tu avais une petite question pour notre invité. Oui, effectivement, on vient de parler du match aller face à Angers. Au match retour, Jean-Philippe, tu écopes d'un carton rouge et de 2 matchs de suspension. On se souvient, c'était une décision assez dure qui avait fait parler. Rémi voulait mener totalement une coalition pour monter sur Paris à ce moment-là. Et dans une saison aussi compliquée, est-ce qu'à ce moment-là, on peut se demander si on n'est pas un peu maudit? Est-ce que tu as eu l'impression que le sort s'acharne? Ah, franchement, c'était dur, parce qu'en plus, la veille, je parlais de ça avec le coach, je me souviens très bien. Et comme par hasard, le lendemain au match, au bout de 6 minutes, je suis expulsé. Et là, tu te dis, putain. Tu parles de quoi avec le coach de la notion d'expulsion? Oui, la notion d'expulsion. On parlait, je ne sais plus pourquoi on était venu à parler des cartons, comme quoi je ne prenais pas assez de jaunes, etc. Et moi, Essayez de parler des triplés ce soir, pour vérifier un truc, voir si ça marche le week-end prochain. Et au bout de 6 minutes, sur ce match, je prends un rouge où je ne fais pas exprès en plus. C'est un supplié qui sur le ballon et malheureusement derrière ça atterrit. Ça atterrit sur sa cheville. Là, tu te dis vraiment, c'était pas maudit, quoi. Il y a, on parle de danger, mais c'est vrai qu'on parle souvent des matchs face aux concurrents directs. On a senti FC Metz qui n'était pas dans le coup lors de ces matchs-là. Il y a eu le match aller face à Nantes, tout ça s'était plutôt bien passé dans cette série de 3 victoires. Mais derrière, là où on aurait peut-être dû provoquer un changement de dynamique, le FC n'a pas réussi cette saison. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, pas spécialement. Après, c'est des matchs où les 2 équipes se regardaient beaucoup, je pense. Je pense notamment au match face au Havre ici à domicile, où c'était pas un beau match, on va dire les vérités. C'était pas beau à voir, c'était moche. Et c'est des matchs où on n'a pas comment dire, c'est de la peur?
Parce que nous, c'est ce qu'on dit de l'extérieur en regardant le match, qu'on n'a pas la préparation, le discours dans le vestiaire. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est de la crainte, c'est justement, tu parles de se regarder, on sait très bien que le perdant dans l'histoire est celui qui va perdre le plus. Mais C'est pas de la crainte, mais c'est un peu comme les 5 premières minutes d'un match où les deux équipes se jaugent un petit peu, voient un peu leurs armes et leurs faiblesses. Et c'est des matchs où on n'a pas su prendre le match par le bon pied, le démarrer correctement. Et c'est des matchs hachés souvent où il n'y a pas de jeu, ou bien le jeu est très lent, on n'arrive pas à déséquilibrer l'adversaire. Et eux, ils sont à l'extérieur, donc forcément, ils viennent pour défendre. Donc c'est des matchs qui sont souvent très fermés. On n'arrive pas à les faire basculer, quoi. Ils sont intéressants ces matchs parce que en début de saison, on voit ces confrontations. Ces deux matchs-là sont importants contre Angers, contre Le Havre. Des équipes qui, à cette époque-là, sont des équipes qui sont censées jouer le maintien avec nous, qui sur le match, Angers, très, très nettement, tu peux gagner 2-0 avec ce penalty, il n'y a pas de question sur ce match-là. Le Havre est aussi mauvais que Metz sur ce match-là. Tu as raison, c'est un match assez triste qu'on avait vu ce jour-là. Comment expliquer que ces équipes-là ont réussi à enclencher des séries positives, ont réussi à ne pas tomber dans des spirales négatives, et que 6 mois après, alors que le rapport de force ne montrait pas qu'une équipe était largement meilleure que le FC Metz, loin de là, nous soyons si loin que ces équipes-là au classement qui réalisent de belles saisons, malgré des moyens et des prestations qui, à l'époque, n'étaient pas forcément plus flamboyantes que Metz. Non, je pense que, au vu des matchs qu'ils ont fait, que j'ai un petit peu regardé, ils sont plus solides que nous, ils montrent plus de maturité et plus d'expérience sur certains matchs. Comme par exemple le match où on fait à Rennes, où on fait un 0-0, mais on est tous ensemble, on défend bien, on ne laisse pas d'espace entre les lignes. C'était difficile de nous déséquilibrer. Et je pense que ce match-là, on aurait dû plus en faire, des matchs comme ça, que de parfois se livrer et prendre des contres, quoi. C'est ce que je suis content de t'entendre dire ça, parce que j'ai l'impression que c'est le message que je dis depuis le début de l'année. Et j'allais répondre à ta place, la différence, c'est que Angers et Le Havre, ils prennent moins de buts, tout simplement. Et que le jouer à tout prix, qui a été le parti pris depuis le début de la saison, et qui est l'empreinte du coach, c'est pas un reproche, mais c'est que à partir du moment où tu as un effectif de Ligue 2 qui monte en Ligue 1, qui n'est pas forcément beaucoup plus amélioré, parce que tu as perdu ton capitaine, tu as perdu quand même le faux départ de Sabali, etc. Donc tu n'étais pas forcément dans les meilleures conditions pour commencer cette campagne. Tu fais le même jeu qu'en Ligue 2, en t'ouvrant, sachant que déjà, en fin de saison, tu prenais déjà pas mal de buts. Laval, je crois, le déplacement à Laval, notamment. Tu avais les matchs ici, Red Star, je crois, 3-3, non Rodez, Il y a 3-4 matchs avant le. Tu vois avant que les barrages. Avec le match contre Caen aussi. Tu prends beaucoup de buts. Donc tu te dis, ouais, si tu fais la même philosophie ou à outrance comme ça, ou que tu ne resserres pas un petit peu le boulon en Ligue 1, tu risques de prendre pas mal de buts. Tu vas en marquer, mais tu vas en prendre 2 fois ou 3 fois plus. Et comme l'a dit Jean-Philippe, parfois tu as besoin de matchs comme Rennes, où certes tu es dominé, certes tu n'as peut-être pas énormément d'occasions, mais tu ramènes un bon point de l'extérieur contre un adversaire qui cherche l'Europe. Donc tu te rassures, tu as des bases solides. Et à défaut d'être beau à voir jouer, tu ramènes déjà un point, ce qui te laisse le temps après d'améliorer l'équilibre. Et pour moi, c'est ça qui a manqué. C'est de nombreux matchs que tu aurais peut-être pas dû gagner, mais que tu n'aurais pas dû perdre. La notion est assez importante. Quand tu arrives au FC Metz, et nous, c'est ce qu'on a mis dans l'émission, tu mets défenseur du FC Metz. Évidemment, il y a aussi ce rôle au milieu, ce qui a été le cas pendant la CAN notamment, mais aussi là, il y a quelques semaines, un petit peu pour remplacer les joueurs qui étaient absents. C'est quoi la différence majeure entre ces deux postes et c'est lequel que tu préfères ? La différence, c'est que derrière, tu ne peux pas faire d'erreur, sinon tu prends un but de cash. Et au milieu, tu es plus dans ce rôle où tu décides un peu du tempo du match, de mettre un peu plus de vitesse ou de stabilisateur, de bien réguler le jeu. Après, moi, c'est 2 postes où j'ai joué durant toute ma carrière. Donc, c'est 2 postes que j'apprécie vraiment. Peu importe où le coach me mettra, c'est là où je vais jouer. Après, je n'ai pas forcément de préférence particulière. Au vu des 2 postes, ça me va.
La philosophie et l'histoire du FC Metz, évidemment, c'est la formation. On suit depuis quelques semaines maintenant 2 visages, si ce n'est un peu plus, mais il y en a quand même 2 qui sont sortis du lot, c'est Nathan Mbala et Believe Munongo. En tant que joueur d'expérience, et attention, je n'ai pas dit de vieux joueurs, j'ai dit de joueurs d'expérience, est-ce qu'on considère vraiment qu'il y a quelque chose de particulier si j'ai 2 joueurs? Est-ce que tu ressens quelque chose toi aussi ou pas? Ouais, c'est 2 très bons joueurs, sachant que Nathan était gardien il y a quelques années. Vous en reparlez un petit peu de ça avec lui parce que nous, Oui, c'est vrai des qu'en fois- tant que média, quand on raconte l'histoire, on est un peu stupéfait, mais entre vous, Ouais, on en parle. Des fois, on le charrie sur ça, on plaisante un petit peu avec lui. Mais tu sens que la formation, elle est pas mal au FC Metz. Ils ont sorti pas mal de jeunes joueurs ces dernières années. Et enfin, pour ma part, tu as ce petit regret de dire si tu gardais un peu plus longtemps ces jeunes joueurs-là, tu pourrais faire quelque chose de bien. Mais c'est compliqué. Mais sinon, tu sens qu'il y a vraiment des jeunes de talent. Même Brian, qu'ils ont vendu. Brian Maggio, qu'ils ont vendu pendant le mercato. Et tu as des jeunes aussi qui poussent, qui viennent s'entraîner avec nous. Donc, franchement, tu vois beaucoup de jeunes de talent. Donc, tu te dis que la formation, elle est vraiment pas mal, quoi. tu aimes transmettre? Ouais, j'aime bien donner des conseils. Transmettre, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Au contraire, voir les jeunes évoluer et voir comment le football prend une ampleur différente ces dernières années, c'est toujours bien de pouvoir léguer des petits tips, on va dire, aux jeunes. Franck, Jean-Philippe, je sais que c'est un peu de la même manière, vous transmettez à votre manière sur les terrains vers les jeunes. Est-ce que vous considérez qu'encore aujourd'hui, parce qu'on parle comme de football qui évolue, ils sont encore réceptifs et ils sont encore surtout curieux ou pas? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ego, pas besoin d'aller chercher très loin, mais des jeunes joueurs ont beaucoup d'ego, qui veulent montrer, qui veulent présenter, mais est-ce qu'ils sont encore curieux aujourd'hui? Tu as besoin d'avoir de l'ego, de toute façon, pour réussir au sport de haut niveau. Donc ça, c'est pas ça qui est gênant, c'est surtout la manière dont ils sont entourés. Et qui va, on va dire, dicter leur comportement, etc. Et dans les clubs, c'est très très différent. Je peux vous dire que la philosophie à Reims n'est pas la même que celle de Metz, et, parce que pas la même rigueur, pas la même conduite, etc. J'ai l'impression qu'en voyant des jeunes comme Mouvango, Nathan Mbala, ils sont très à l'écoute, ils sont très respectueux. Rien que le fait d'aborder. Quand moi je passe, ils savent que j'ai été ancien joueur, d'autant plus qu'il y en a certains qui ont côtoyé et ont le même âge que ma fille, donc et côtoyé à l'école, etc. Et très respectueux, monsieur, etc. Et j'ai l'impression que dans le vestiaire du FC Metz, c'est la même chose. Chose que des fois on ne voit pas dans d'autres vestiaires, où là c'est très individualiste, etc. Donc oui, ils sont très à l'écoute. Après, reste à voir aussi les profils et les informations. Des fois, il te donne l'impression de t'écouter, mais il ne l'applique pas. Et ça, c'est une question de compréhension, c'est une question aussi d'assimilation. Et après, chacun est différent. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais Ouais, franchement, à Metz, ils sont vraiment à l'écoute. Dans tous les cas, tout est mis à disposition pour qu'ils soient vraiment dans de bonnes conditions. Je pense déjà à l'académie, ils ont vraiment mis des choses en place qui leur permettent de vraiment bien connaître dans quelle situation ils vont être plus tard. Et même avec nous, souvent après les entraînements, même pendant les entraînements, demander des conseils de placement, de vision de jeu. Et avec aussi je les vois beaucoup aussi avec les adjoints, où de temps en temps ils reviennent l'après-midi pour faire des exercices en plus aussi. Donc tu sens vraiment qu'il y a un suivi, et comme le disait Franck, c'est l'entourage aussi qui joue beaucoup à ça, je pense. À partir du moment où tu es bien entouré et tu es à l'écoute et tu reproduis les choses sur le terrain, franchement, tu sais que tu vas avoir une carrière qui sera pas tracée, mais tu auras déjà un très bon début et tu auras assimilé déjà un certain bagage qui pourra faire la différence sur les autres jeunes qui ont plus de mal à écouter, quoi. Ton entourage proche sur le canapé, c'est Rémi. Est-ce qu'il te reste une question encore dans ta besace? Ah oui, j'ai des transitions, elles arrivent comme ça. J'en ai une toute naturelle. On veut savoir la suite de ton aventure, si elle pourrait éventuellement pour toi se poursuivre en Ligue 2 avec Metz, dans l'hypothèse où le club descente, mais on ne va pas faire semblant
de ne pas regarder le classement aujourd'hui. Faisons plus large. Ligue 1 ou Ligue 2, est-ce que Ligue tu 1 ou restes Ligue la 2, saison voilà, est-ce que tu prochaine te vois rester à Metz? Justement, je suis en train de... Il y a Fred qui on a pris les premiers contacts. Donc, on verra d'ici la fin de saison. On va finir la saison tranquillement et après, on s'assiera autour d'une table et on va discuter de comment ça va se passer la suite. La Ça fameuse dépendra- porte est ouverte. Est-ce que ça dépend de la Oui, division? bien sûr. Ça dépendrait de la division ou pas? Est-ce que c'est vraiment un énorme critère? Parce que maintenant que tu es en train de faire une saison pleine en Ligue 1, Et que le FC Metz savait déjà, c'est Frédéric Arpion qui a dit à la présidence, ça avait tenté l'année dernière déjà J'ai de tellement envie de recruter. répondre à sa place pour pas qu'il soit mal à l'aise. Non, mais Fais-le si tu veux. Non, mais T'as tous les droits. encore une fois, C'est la question. En fait, c'est une des questions qu'on nous pose le plus de l'extérieur. Je veux dire, Jean-Philippe a 30 ans. Il a mis beaucoup de cœur, il a eu des galères avant. Tu arrives, tu fais une saison pleine. Tu arrives, saison pleine individuellement, dans une saison qui a été compliquée. Tu as 30 ans. Est-ce que, bien évidemment, le projet FC Metz est intéressant en Ligue 2 pour remonter, etc. Il n'y a pas de sujet parce que c'est c'est une place forte du foot français avec, en fonction du projet qui t'est présenté, pour remonter, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu as un club de Ligue 1 qui vient avec un beau projet pour continuer au plus haut niveau, sachant qu'il est international ivoirien, qu'il a peut-être aussi des vues pour continuer sa carrière internationale, est-ce que tu peux te permettre de refuser à 30 ans pour le projet au FC Metz? Toi, je parle de compréhension. si tu cherches un agent, il y a Franck. Non, mais je parle de compréhension. C'est-à-dire que, toi, après, par contre, si il y a un club, j'en sais rien, moi, Ligue 1, mais tu vois que le projet est bancal et que tu dis, ah ouais, mais ça va être encore une saison comme celle du FC Metz, aller là-dedans. Non, il vaut mieux pas. Je préfère un beau truc pour reconstruire avec un club dans lequel je suis bien installé, auquel je vais être un cadre, auquel je vais avoir du temps de jeu et qui n'empêchera peut-être pas une sélection. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu as un club de Ligue 1 avec un projet où tu vas moins souffrir, tu peux comprendre. Ok, je vais te contre Uno. Et oui, je l'avais vu venir celle-là évidemment. Tu es libre en fin de saison. Ça veut dire que tu peux négocier avec qui tu veux depuis le 1er janvier. Tu as le droit de me dire ou non, c'est non, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus toquer à la porte justement pour la saison prochaine? oui, il y a des clubs qui sont venus toquer, forcément. Mais toute chose mérite réflexion. Comme Franck l'a dit, j'ai 30 ans. J'ai besoin aussi de penser à l'avenir, de penser à la famille. Et tout dépendra du projet, le nombre d'années de contrat qui sera mis sur la table. Et ensuite, on verra comment la suite se passera. Allez, un bon 5 ans et on n'en parle plus. C'est offert, c'est à la maison qui régale. On essaie des fois de faire passer de Tu messages. n'as pas besoin de 5 ans. Un bon 3 ans, déjà, de nos Un jours, bon c'est bien. 3 ans plus 2. C'est voilà, pour 30 nous, ans, c'est... Avec Rémi, on aime bien le très long terme, nous. On arrive au bout de ces questions. Merci d'avoir joué le jeu. On essaiera quand même de titiller après en salon maquillage pour voir si on peut aller un peu plus loin. Il nous reste quelques minutes, évidemment. Le temps pour nous de parler de temps additionnel. Et ça va faire sourire Rémi, ça, je le sens. Alors Jean-Philippe, je ne sais pas où tu seras le 6 octobre prochain, mais en tout cas, ça Info 1, ce sera soir de fête, évidemment, le jubilé de Robert Pires. Ça a été annoncé, c'était hier en conférence de presse, avec le principal intéressé, évidemment. J'ai envie de dire, Rémi, comment on reçoit ce genre d'annonce? Évidemment, ça sera un moment particulier et c'est un moment qu'on a envie de vivre quoi qu'il arrive. Bien évidemment. Moi, j'ai attendu quasiment jusqu'à aujourd'hui que Robert Pires revienne jouer à Metz. Bon, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais... Il a le droit à des petits matchs par-ci par-là. Non, mais parce que quand j'étais gosse, j'avais 10 ans, j'étais place d'Armes, et il a dit je reviendrai à Metz en Conscient 98. qu'il ira moins vite quand même. Hein. Et il n'est jamais revenu. Mais, Il a dit, pas sûr de dire 2x45, ce sera peut-être un peu moins. non, pour les mais matchs, au-delà de la blague, on voit le monde qu'il y avait hier à l'annonce de ce jubilé. On voit les réactions. C'est-à-dire que c'est un mec qui a arrêté de jouer au foot depuis un moment maintenant. Que les gens qui ont 20 ans n'ont quasiment jamais vu jouer et qui laisse une trace immense à Metz. Si tu veux un coup de vue, on peut demander à Nathan s'il a vu un match en direct de Robert Pires. Je suis pas sûr. Il en a entendu parler, mais d'une part, Évidemment, non. d'une part parce que évidemment qu'à Metz, il a laissé une trace énorme dans une histoire du club où le club a joué des matchs de Coupe d'Europe, a fini 2e du championnat, a gagné une Coupe de la Ligue. Et puis il a été l'un des meilleurs joueurs du monde des années, on va dire 2000, parce qu'il a vraiment pris une dimension hors norme quand il jouait à Arsenal.
Donc évidemment que cette nouvelle ravit tout le monde, qu'on a tous envie de voir, qu'on fantasme tous sur les compositions probables qu'on peut faire avec... T'as déjà mis 2-3 noms sur les réseaux sociaux. Bah, vous prenez tous les meilleurs joueurs des années 2000, Pires il a joué à un moment donné avec eux. Quoi. Enfin, Déjà juste de revoir l'équipe de France, c'était bien. Après tu rajoutes Arsenal, Marseille, Villarreal et tout ça. Exactement, et là tu fais des compositions de rêve. Donc en plus c'est un type qui est apprécié, qui est toujours dans le circuit. Donc on se doute que les coups de fil qu'il va passer, les gens vont lui répondre. Le répertoire. Positivement ou pas, mais on a quand même. Peu de chance qu'il nous appelle nous deux à un moment donné, quoi. C'est ça qu'on va dire. On peut avoir l'assurance qu'on aura un beau plateau. Quoi. C'est ça, Rémi, c'est qu'en tant que sportif, on ne le présente plus sur le palmarès, sa carrière, mais c'est surtout humainement. La trace qu'il a laissée partout où il est passé, la trace qu'il laisse sur les médias, à chaque fois qu'il a une prise de parole, c'est toujours de la gentillesse, de la bienveillance, et il est apprécié de tous. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à trouver un ennemi à Robert Pires. Et c'est ça aussi qui fait que la sympathie qu'il a et le fait que lorsqu'on parle de lui, maintenant, pour un jubilé, ça ravive les foules, quoi. Donc c'est surtout ça aussi. Parce qu'il y a d'immenses joueurs et de sportifs qui ont cassé tous les records, mais qui n'attirent pas cette sympathie. Donc c'est là-dessus, humainement. Jean-Philippe, si je parle de Robert Pires, ça t'évoque quoi? Arsenal. Non, c'était un très grand joueur. Il avait une patte droite qui était vraiment exceptionnelle. Je pense que beaucoup de personnes auraient payé pour le voir jouer. J'allais dire, on aurait payé pour avoir sa patte droite. Rémi était déjà en train de sortir le chou. Le voir jouer, ça m'a suffi à combler. Non, c'était... À l'époque, en tout cas, il faisait rêver beaucoup de gamins. Je pense que beaucoup de gamins ont commencé le foot peut-être grâce à lui aussi. Donc, il a laissé une très grande trace et je pense qu'on parle peu de lui pour ce qu'il a fait dans le football. Et qui de mieux que Robert Pires pour expliquer pourquoi ce jubilé et pourquoi à Metz? On va vous spoiler un petit peu, tout est question de logique. Ça s'imposait naturellement. Pour moi, c'était normal, c'était logique que si je devais faire, et c'est ce qui va se passer, faire un jubilé, il se déroule ici à Metz, notamment au stade Saint-Symphorien, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, tout a commencé ici. Mon aventure chez les professionnels, elle a commencé ici, et c'est logique qu'elle se termine à Metz. Donc voilà, enfin, je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé sur les 6 années où j'ai pu évoluer ici, mais en tout cas, j'ai juste envie de dire merci au club parce que c'est lui qui m'a permis, je l'ai dit tout à l'heure, de signer professionnel et surtout de jouer, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, qui m'a permis d'aller à l'étranger, notamment en Angleterre, à Arsenal. De pouvoir accéder au monde des Bleus. Donc voilà, encore une fois, c'est normal d'être ici le 6 octobre pour mon jubilé. On a hâte déjà d'être à octobre prochain. Il y a évidemment une billetterie qui va pointer évidemment le bout de son nez à partir de juin. Toutes les modalités sont, si vous voulez le voir, sur le site du FCMS, sur le nôtre également. Il nous reste 2-3 petites minutes. J'ai une dernière question qui va peut-être un peu plus s'adresser à Franck et à toi, Jean-Philippe. On parle de Robert Pires qui dit qu'il a encore les jambes et que c'est bien pour boucler la boucle de faire un jubilé. Il y a une cassure entre le moment où tu es joueur de foot et après, je suppose, Franck, là c'est à toi de me répondre. Est-ce qu'il y a une grosse cassure entre le moment où tu es joueur et où tu termines ta carrière? Est-ce qu'elle est difficile à vivre ou pas? Oui, et je pense que tu peux la demander parce qu'elle est encore plus difficile quand tu n'as pas appréhendé le moment et quand tu ne l'as pas choisi. Déjà, donc elle est encore plus difficile quand tu t'es blessé, lorsque tu n'as plus de contrat, c'est une question d'offre. Et même quand tu l'as choisi, tu n'es jamais vraiment prêt parce que... Beaucoup parlent d'une notion de vide. La petite mort, on appelle ça. C'est que depuis l'âge de 14 ans, pour ceux qui rentrent en centre de formation, moi j'étais à Clairefontaine, tu te lèves tous les matins et tous les jours tu vas à l'entraînement. C'est un rituel. Tu te lèves, quand tu es au centre de formation, tu vas en cours, tu poses ton sac après, tu vas à l'entraînement. Et tu as la notion de compétition le week-end, de match, de compétitivité, d'aller gagner ta place, de concurrence, de gagner ton contrat, toujours de devoir prouver. Et du jour au lendemain, ça s'arrête, mais tu vois que les autres continuent. C'est surtout ça, le regard, c'est que Alors au début, tu es content parce que tu as un peu de repos, tu profites de ta famille, tu profites un peu du bon temps, mais passer l'été et que tu as le septembre et que la routine revient,
Toi, tu es à l'extérieur et c'est dur à accepter parce qu'il te manque cette adrénaline. Le fait de rentrer sur le terrain, le public, même quand c'est hostile, nous, on est gavés à ça. Et puis après, pour certains joueurs, c'est aussi l'ambiance du vestiaire, le partage, rigoler, le fait d'être... là, tu es tout seul chez toi. Je pense que le plus dur aussi, c'est pour ta compagne, tes enfants, qui n'ont pas l'habitude que tu sois aussi à la maison. Donc ça, c'est dur pour eux. Et toi, c'est dur pour toi parce que tu n'as pas l'habitude de les supporter non plus. Et toi aussi, tu n'as pas l'habitude de les supporter non plus. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que c'est hyper compliqué. Il faut trouver un projet qui te fasse, excusez-moi du terme, autant bander que ta carrière. Et parfois, c'est difficile. Jean-Philippe, évidemment, tu l'as dit, on est sur une saison de relance, tu n'as que 30 ans, mais on ne va pas parler de jubilé, à moi tu sais déjà qui tu voudrais inviter pour ta soirée, j'ai envie de dire presque d'anniversaire, mais est-ce que tu crains justement l'après-carrière, ou est-ce que déjà tu sais déjà ce que tu aimerais faire après, il y en a qui aiment rester dans ce monde du football ou pas du tout? Je le crains dans le sens où Franck le disait, et j'ai entendu beaucoup d'anciens joueurs le dire, où tu as ce moment de vide et de petite mort, mais... moi, après le football, je compte pas rester dans le foot. Je compte couper totalement. On ne propose pas une place de chroniqueur, donc j'ai compris. Non. Et j'ai déjà d'autres passions que je fais déjà en dehors avec la famille qui me permettent de m'aérer la tête. Et pendant mes périodes de blessures où j'ai fait 2 ans et demi sans jouer, où j'ai eu le temps de penser à tout ça, où ça aurait pu être la fin déjà pour moi à ce moment-là. Et sur ça, j'ai pas de... L'activité ne te fait pas peur en tout cas. Ouais, tu sais déjà ce que tu vas faire. Je sais déjà ce que je vais faire, mais c'est plus sur la notion de vide ou de manque, ça peut-être. Bon, il faudra soumettre. C'est un rythme, mais c'est surtout... Ça serait finir là-dessus. Ouais, excuse-moi, c'est juste de minimiser la dépendance que tu as au football ou que tu as eu pendant 15 ans en fait. C'est cette place qui a été hyper importante parce que tu as vécu pour ça, c'est de trouver, comme tu dis, un parallèle qui te sorte de ce monde-là et qui te permet de switcher tout de suite. Et ça, c'est dur. Faites comme Rémi, allez boire un verre en terrasse et regarder des matchs, ça passe beaucoup mieux. Et des fois, vous faites un petit tennis. Je fais des jubilés toutes les semaines. Trop de voir le prochain d'ailleurs. Merci Jean-Philippe d'être venu dans cette émission. Alors, on arrive déjà à la fin, on aimerait que ça dure plus longtemps. Bonne fin de saison évidemment, et puis on espère te voir l'année prochaine. Si tu viens l'année prochaine, tu viendras dans ce canapé. C'est presque une obligation, voilà, je t'oblige. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Évidemment, on débriefera le match de ce week-end dès lundi. À très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.